Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne des Sentiers d'Asgard. Aujourd'hui, nous allons étudier un cas particulier sur le bouddhisme. Donc le bouddhisme, je vous le dis direct, c'est une grosse saloperie. Là, on va étudier le cas particulier de la secte nommée Soka Gakkai, qui veut dire société de création de valeur. Voilà, de valeur. On y repassera. Le témoignage que je vais vous lire a été écrit sur le site Doctissimo par quelqu'un qui fait partie de mon clan. Donc je peux attester qu'il est véridique, que cette personne a vraiment vécu ces choses-là. Donc, je commence la lecture. Bonjour, j'ai quitté la Soka Gakkai en janvier de cette année. Si vous avez des questions sur cette secte, n'hésitez pas à me les poser. J'ai été jusque dans les coulisses de cette organisation et par conséquent, je la connais très bien. Juste une précision, tout commentaire de membres ou non-membres de cette secte qui en font l'apologie sera purement et simplement ignoré. Il vaut mieux faire preuve d'incivilité en ignorant un mur plutôt que de gaspiller un temps bien trop précieux à lui parler. Je vais très bientôt vous raconter les moindres détails sur cette secte, mais tout d'abord, je préfère répondre aux questions afin de pouvoir parler de ma longue expérience de manière ciblée. Si je racontais mon expérience comme ça en un post, ça ferait un pavé totalement indigeste. Donc là, il introduit son expérience. Donc, il va faire ça question par question. Donc là, il y a un certain Romantico67 qui répond et lui demande « Bonjour Siegfried, je viens de tomber sur ton message et tu es parti parce que tu as senti que cette pratique était douteuse ou pour des raisons de désaccord avec l'establishment. Personnellement, je suis bouddhiste et la pratique de ce mouvement me paraît très douteuse, ainsi que les thèses développées par ce Nichiren, j'ai du mal à croire qu'il s'agit encore de bouddhisme. » Bon, alors, donc la personne en question qui a répondu à ce forum est bouddhiste, donc c'est de la merde, quelqu'un qui est bouddhiste, mais bon, là c'est pas la même forme. C'est moins pire que celle-là, mais quand même, c'est pas mal niveau saloperie. Donc la réponse, les deux. Cette pratique s'est progressivement enroulée autour de moi, comme un serpent autour de ma colonne vertébrale, donc impossible de s'en rendre compte sur le moment. On te promet que si tu pratiques, il va t'arriver des choses merveilleuses et que tu vas accumuler un nombre incalculable de bienfaits. Là, je vais te parler d'un point de vue ésotérique. Pour le point de vue endoctrinement, je vais en parler dans le prochain paragraphe. Concrètement, cette pratique n'apporte que malheur et t'enfonce petit à petit dans la merde. À cause de cette pratique, je me suis fait renverser par une voiture, j'ai eu des problèmes d'argent, mes impôts locaux ont doublé alors que mes revenus n'ont pas bougé, ni mon appart, en sachant que je suis le seul de mon entourage à qui c'est arrivé. J'ai eu des hémorroïdes, mes relations avec mes parents et mon petit frère sont devenues catastrophiques, j'ai pris énormément de poids alors qu'avant il était parfaitement stable, etc. Et comme par hasard, depuis que j'ai arrêté cette pratique, tous les problèmes cités plus haut sont en train de se résoudre. Pour le côté establishment en endoctrinement, leur méthode est très efficace. Ils utilisent une méthode de faux cul. Par exemple, tu peux faire comme tu veux, chacun est totalement libre, mais ce serait mieux si tu faisais comme ça. Ils ne font pas payer les activités et autres réunions de discussion, ZAD dans leur jargon, donc de Zadankai en japonais. Ils te prêtent leurs bouquins, etc. Mais tu es subtilement et de manière régulière encouragé à acheter les bouquins du gourou Ikeda, parce que Daisaku Ikeda c'est le président de cette secte, donc le gourou, et à t'abonner aux revues Cap sur la paix, Valeurs humaines. On t'encourage constamment à faire shakubuku, transmettre le bouddhisme aux autres, selon eux, pour accumuler de la bonne fortune. Mais en se renseignant sur le net, je parle japonais donc je peux confirmer que c'est une vraie traduction, on s'aperçoit que shakubuku signifie briser et soumettre. En ZAD, on t'incite à raconter tes expériences, mais en fait, c'est pour endoctriner les gens et leur montrer à quel point la SGI, donc la Soka Gakkai internationale, est supérieure à toute autre organisation. On rabâche aussi très souvent que les autres formes de bouddhisme sont des hérésies, surtout le zen, le tibétain, alors qu'ayant pratiqué ces deux formes de bouddhisme, j'ai constaté après mûre réflexion qu'elles sont bien mieux que cette merde. Je vais manger et je te raconte de suite. N'hésite pas à poser d'autres questions. Tu pratiques quelle forme de bouddhisme? Voilà, donc c'est la fin de son post, de son commentaire. Il y en a d'autres qui vont suivre. Donc oui, effectivement, que les autres formes de bouddhisme sont des saloperies, mais ça, c'est pire. Donc la méthode du focus est utilisée très couramment par les sectes.
Voilà, en gros, on t'incite à faire quelque chose, mais on te le dit pas directement. Hein, c'est toujours de manière détournée. Pour pas te brusquer, pour pas te choquer. Voilà. Pour t'amener vers la direction voulue, doucement. Sans que tu te sentes poussé de force. Euh, ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Alors, Shakubuku aussi, j'ai vérifié par moi-même. Effectivement, parce que moi-même aussi je parle japonais, j'ai appris ça à la fac. J'en faisais depuis la quatrième au collège, donc j'ai suffisamment de connaissances pour comprendre ça. Donc le terme effectivement, donc les deux kanji, donc les signes japonais, les sinogrammes désignent les mots briser et soumettre. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai. Donc, pour les autres formes de bouddhisme, pourquoi c'est de la merde, on y reviendra plus tard dans d'autres vidéos. Là, c'est juste une étude de cas particulier sur cette organisation donc, qui pratique le bouddhisme de Nichiren. Alors ensuite, réponse de Romantico 67. Siegfried, pour répondre à ta question, je pratique le zen mais seul maintenant. Mais bon, j'ai appris ce qu'il y avait dans ma ville, mais par mes lectures, j'aime bien l'approche Theravada, Ajahn Chah, la méditation Vipassana, qui est proche du zen. Je viens d'acheter le livre sur le bouddhisme Mikkyo qui présente la méditation d'Ajikan. C'est pas mal non plus, je pratique en supplément pour expérience. Donc, confirmé, cette personne pratique le bouddhisme, donc pas terrible comme personne, mais bon, elle critique cette secte, donc là, dans ce contexte-là, on s'en fout. Mais après, vous verrez en détail pourquoi les autres formes aussi, c'est de la merde. Alors, ensuite, Siegfried demande comment tu as connu le Soka Gakkai. Donc Romantico répond par hasard sur un forum bouddhiste, une personne qui le pratiquait. La personne nous expliquait qu'il n'y avait que le sutra du lotus et reniait tous les autres sutras du bouddhisme. Donc un sutra, c'est un enseignement du Bouddha en fait. Hein. Donc c'est une espèce de texte sacré. Et donc très rapidement, je me suis aperçu que la personne avait un caractère obsessionnel sur ce sutra. Puis assez rapidement, elle s'est mise à dénigrer toutes les écoles du bouddhisme en mettant la sienne comme la seule et unique vérité sur le bouddhisme. Puis, comme tu le dis, un mur, comme un autiste, qui est dans son truc et qui ne lit pas tes arguments et qui continue tête baissée à essayer de briser et soumettre son interlocuteur. Et en fait, j'en ai connu deux comme ça et pareil. Même discours. Et là, je me suis dit que ça n'était pas une question de personne. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir en face de moi des témoins de Jéhovah. Et encore, j'ai discuté avec des témoins de Jéhovah, ils sont parfois plus ouverts. Ça m'a fait un choc, parce que j'avais jamais imaginé qu'un courant aussi intégriste puisse prétendre tirer sa version du bouddhisme. J'ai appris que la Soka Gakkai ne faisait pas partie de l'UBF, Union Bouddhiste de France. De toute façon, vu qu'il n'accepte pas les autres écoles du bouddhisme, on voit mal comment il pourrait y adhérer. Donc réponse de Siegfried. J'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer, ils vont rejoindre l'UBF dans quelques années. Les relations entre cette secte et l'UBF se sont assouplies, et les responsables de l'UBF sont venus visiter les locaux de la Soka Gakkai en France, et discuter avec les responsables de la secte en France. Ces enfoirés ont une stratégie très efficace, faire le bisounours pendant les activités, réunions et dans les publications, et cracher sur les autres formes de bouddhisme et de religion entre eux, une fois que tous les non-membres ne sont plus là. Donc, Siegfried, donc la personne qui est dans notre clan, a fait un mail à l'UBF pour vérifier si cette information était correcte. Et l'UBF a répondu une réponse totalement bateau à côté de la plaque, parce qu'ils ne veulent pas, hors soit parce qu'ils pensaient qu'ils travaillaient pour cette secte et que donc du coup, voilà, ils étaient méfiants, soit c'est parce qu'effectivement, ils collaborent avec cette secte et ils ne veulent pas l'avouer devant tout le monde parce que ils savent très bien que ça nuira à leur réputation. Concrètement, les autres écoles du bouddhisme en France, hein, comme le Soka Gakkai, sont totalement ruinées. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont rien. Donc, c'est tout à fait dans leur intérêt de faire des alliances à la con avec la Soka Gakkai, hein, de ces autres écoles, de l'Union bouddhiste de France. Parce que concrètement, la Soka Gakkai, comme c'est une secte, elle a des méthodes d'endoctrinement plus efficaces et plus
la plus efficace. Donc on va voir la suite. Donc Siegfried répond. En public, ils ont l'air parfaitement normaux et gentils, et c'est ce qui les rend dangereux. Du coup, tu leur fais confiance, tu vas à leur réunion, et tu te fais endoctriner lentement mais sûrement. Et le nombre de membres dans le monde stagne depuis plus de 20 ans, étant donné qu'il y a pas mal de gens qui arrêtent de pratiquer. Et les gens qui arrêtent de pratiquer, ils les critiquent et les diffament en faisant comme si c'était par condescendance. Je suis sûr qu'en ce moment, ils sont en train de me critiquer et de me diffamer dans la réunion, voire même au niveau national, vu que j'ai été dans les coulisses en faisant des activités KB et Soka. Je sais qu'un de ces quatre, ils vont tomber sur ce poste et qu'ils vont rager. Et ben les mecs, voici une raison de plus de rager, le Goronzon, le parchemin en papier imprimé en usine à la chaîne, même pas calligraphié à la main, et le Butsudan, hôtel où on met le parchemin, je les ai cramés. Et tous vos bouquins et revues aussi, je me suis fait griller des marshmallows au-dessus du feu. Donc là, vous pouvez voir que Siegfried, hein, il déconne pas, hein, il a la rage contre eux. Parce que ces personnes font preuve euh, de harcèlement, elles harcèlent les gens, comme ça, donc au téléphone, etc. Elles l'ont notamment traité de personne arrogante, à qui doit ouvrir les yeux sur son arrogance, etc. Donc voilà ce qui s'est passé. Maintenant, on va lire la suite. Donc, réponse de Romantico 67. Ça va peut-être te donner l'occasion de t'ouvrir à plein d'autres expériences. En fin de compte, certaines personnes ont besoin de faire cette expérience pour comprendre l'importance du discernement et de la vigilance en matière de spiritualité. Ce qui fait parfois beaucoup de dégâts, c'est souvent que ces mouvements radicaux invoquent souvent que le spirituel échappe à la raison, ou au contraire, ils utilisent faussement la raison, utilisant des logiques douteuses qu'ils ont appris sans qu'ils aient eux-mêmes creusé plus loin. Mais effectivement, certaines personnes parfois quittent ces mouvements parce qu'elles s'interrogent un peu plus à un moment, ou parce que des gens de leur entourage les font réfléchir sans les brusquer. Parfois, ce cheminement progressif vers le questionnement va amener la personne à se réveiller. Mais c'est sûr que le questionnement que ton départ va susciter peut leur faire peur. Parce que finalement, ça peut faire douter ou s'interroger des membres. Et le doute et les interrogations est en quelque sorte leur ennemi invisible. Ces gens-là redoutent terriblement de s'interroger sur leurs pratiques, alors qu'à la base, le bouddhisme est justement une introspection à tous les niveaux. C'est de même ce qui à la base différencie un peu le bouddhisme d'une religion, parce que c'est plutôt une philosophie en fait. Donc là, on n'est pas d'accord là-dessus, mais on va revenir sur ce point dans d'autres vidéos sur le bouddhisme. Pour moi, je me demande toujours si ça ne sont pas les gens pétris de certitude qui sont les plus atteints par la radicalisation. Réponse de Siegfried. Justement, j'ai trouvé la spiritualité qui me convient, le paganisme. Depuis que je suis païen pratiquant, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. La seule raison qui fait qu'ils ne remettent jamais leur pratique en question, malsaine en question, c'est la peur. On leur fait croire que s'ils arrêtent de pratiquer, ils vont perdre tous les soi-disant bienfaits découlant de leur pratique Soka Gakkayen, et qu'il va leur arriver un nombre incommensurable de malheurs. Mais toujours en utilisant la méthode Foku. Tu es totalement libre d'arrêter de pratiquer, mais sache que quand un tel a arrêté de pratiquer, il est devenu chômeur, dépressif, son champ brûlé, etc., etc. Donc, il répond encore. Et justement, ces salauds ont tout prévu afin d'éteindre toute flamèche de doute. Les trois obstacles, 4 démons. Donc là, il va expliquer ce que c'est. Si quelque chose ou quelqu'un... Ah non, je peux pas, donc je vais expliquer. Donc les 3 obstacles, 4 démons. Alors, ce sont des choses qui éloignent de la pratique de cette secte, en fait, du bouddhisme selon eux. Donc, les 3 obstacles, c'est Bonno So, obstacle dû aux 3 poisons, avidité, colère, ignorance. Go So, obstacle dû au karma, créé en commettant les 5 fautes cardinales. Go So désigne aussi l'opposition de sa femme ou de ses enfants. Ho So, obstacle dû à la rétribution douloureuse des actions commises dans les 3 mauvaises voies. Enfer, avidité et animalité. Ho-so désigne également les obstacles dus à l'opposition de supérieurs, souverains, parents, etc. Ensuite, les 4 démons sont les suivants. Bonno-oma, l'entrave des 3 poisons. Onma, les 5 agrégats, forme, perception, conception, volition et conscience. Le corps et l'esprit humain viennent à l'existence par la combinaison temporaire de ces 5 composantes, cause de nombreuses souffrances. La 3e, c'est Shima, l'entrave de la mort, responsable de l'arrêt de la pratique du bouddhisme ou la mort prématurée d'un pratiquant
selon le doute chez les autres. Voilà, donc là c'est sûr, je lis ça de leur site internet directement. Là direct, ils expliquent bim, vas-y, on te met un argument. Ah oui, mais si tel pratiquant il meurt, ça va te faire douter, donc tu vois, c'est un démon. Ils ont tout prévu. Ensuite, le 4, Tenzima, l'entrave du roi démon du 6e ciel. Elle se manifeste par l'oppression exercée par les hommes influents qui détiennent le pouvoir, et c'est la plus difficile à vaincre. Donc, Tenzima, la 4e, donc le 4e démon. En gros, c'est dès que quelqu'un critique la secte Soka Gakkai, dès que quelqu'un ne dit pas du bien d'eux, c'est ce démon. Donc en gros, il balaie tout soupçon, toute critique à l'aide de ça. Sachant qu'ils font des procès, à chaque fois qu'il y a un article sur internet ou quoi que ce soit qui va les critiquer, ils font un procès pour diffamation, etc., etc. Mais ça, on va voir ça plus tard. Si quelque chose ou quelqu'un t'éloigne de la secte, c'est un des 3 obstacles ou des 4 démons qui utilisent cette chose ou personne, afin de mettre ta foi à l'épreuve et de te faire arrêter de pratiquer. Ils ont la réponse à toutes tes moindres questions et doutes, même si souvent c'est vague et que ça ne répond en rien à ta question, et tu as un responsable qui t'appelle et qui vient chez toi pour pratiquer avec toi chaque mois, afin de s'assurer que tu restes bien dans la secte. Et il pense que c'est absolument nécessaire de venir chez la personne afin de comprendre ce qu'elle vit, car tu ne peux pas saisir le cœur de quelqu'un, qu'en venant chez lui. En fait, chez toi, tu te sens en sécurité. Du coup, ils peuvent te faire avaler n'importe quoi beaucoup plus facilement que si tu les rencontrais en dehors de chez toi. Parce que quand on est chez nous, on n'a pas une barrière mentale pour se protéger parce qu'on se sent à l'aise, en fait. On est chez nous, c'est notre terrier. Alors que dehors, on met une barrière. De suite, vu qu'on est dehors, on est prudent. Voilà, c'est pour ça que c'est facile de manipuler les gens. Au fait, avant toute activité ou réunion, ils pratiquent leur mantra maléfique, ça s'appelle Daimoku. Donc le mantra, on va voir après, et récitent des extraits du sutra du lotus, ça s'appelle Gongyo, pendant minimum une demi-heure. Comme ça, ton esprit est bien malléable et manipulable, et on peut te manipuler très facilement. Daimoku, c'est tout simplement réciter le mantra Nam-myoho Renge-kyo en boucle. Kodan nous protège, parce que prononcer ce truc vous apporte que des saloperies sur vous, donc Kodan protège tous ceux qui entendront cette merde, et afin que ça ne vous atteigne pas. T'en as certains qui le font pendant plusieurs heures par jour. Le minimum recommandé, même si officiellement ils prétendent que chacun est libre de pratiquer le temps qu'il veut, est d'environ 1 heure par jour, en comptant Gongyo, la récitation d'extraits du Sutra du Lotus. Il continue ensuite. Et si t'arrive des emmerdes, ce qui, pour une personne normale, signifie leur merde ne marche pas, la preuve, eh bien, ils te félicitent et se réjouissent qu'il t'arrive des emmerdes. Ils appellent ça des obstacles. Voir les 3 obstacles, 4 démons cités plus haut. J'ai mis le lien vers leur site. Car c'est la preuve que tu pratiques la religion correcte, que tu progresses et que tu vas bientôt recevoir d'énormes bienfaits. Je les attends toujours, les bienfaits. Ils prétendent aussi que quand tu fais du bénévolat pour eux, en faisant les activités Soka pour les hommes, Byakuren, lotus blanc pour les femmes, et Keibi pour les hommes seulement, tu accumules une bonne fortune incommensurable, que j'attends toujours. Les Soka ouvrent les portes et saluent les membres en souriant comme des imbéciles. Les Byakuren, lotus blanc font pareil, mais en plus font les boniches en s'occupant des stands bouffe et boissons, en apportant à boire aux membres. Les Keibi, ce sont des hommes à tout faire. Ils doivent faire le ménage, répondre au téléphone, s'occuper du son et du projo, ouvrir les portes, les fermer, allumer et éteindre les lumières, etc. En plus, ils doivent tous, les bénévoles, porter un uniforme qu'ils doivent acheter par leurs propres moyens. Sinon, c'est pas bien. Ils sont tous en costard-cravate, mais il y a des codes vestimentaires pour chaque catégorie. Les costards... Non. Excusez-moi. Un petit lapsus, parce que la vidéo, j'enregistre tard, je suis un peu fatigué. Les Soka ont une veste et un pantalon bleu ou noir, chemise blanche et cravate rouge, les Keibi tout pareil, sauf qu'ils s'habillent tout en blanc, sauf pour la cravate qui est toujours rouge. Les Byakuren lotus blanc, qui sont uniquement des femmes, s'habillent pareil que les Soka, mais en version féminine. Jupe, pantalon noir ou bleu, chemise blanche, foulard rouge autour du cou, veste bleue ou noire. À noter le manque cruel d'originalité dans ces uniformes, puisque pompés sur ceux des lycéens et des lycéennes au Japon. Alors
Si vous voulez vous amuser, allez dans cette secte et participer à des réunions de régionales ou à des séminaires à Traits, hein. Ça fait un peu cher parce que 200 € le séminaire, comme je vais le dire juste après. Et vous allez constater qu'effectivement, vous allez voir ces gens en uniforme. Donc c'est un peu des espèces d'esclaves. Hein. Là, je vais vous dire plus de détails. Les kébis doivent se lever à 6 heures du matin, 5 heures pour ceux qui ouvrent le portail, et finissent leur journée à 22 heures. Et ce, pendant une semaine. On les nourrit, une semaine, c'est le minimum. Parce que 3 jours, c'est mal vu. Hein. En gros, ils prétendent que pour bien s'immerger dans l'activité, il faut une semaine. On nourrit les kébis, on les loge, mais c'est tout. Le trajet vers le centre de Traits, c'est le centre, il y a plusieurs centres, il y en a en région parisienne, il y a à Traits, c'est vers Marseille. Est à leur charge, sauf s'ils viennent en train, à ce moment-là, à la deuxième fois qu'ils viennent, leur trajet est remboursé. Les Soka et les Byakuren, eux, doivent tout payer de leur poche. Alors que, je le rappelle, ils sont bénévoles. Environ 200 € pour 3 jours de séminaire, dont 2 nuits. Sachant qu'il faut payer un supplément pour avoir droit à un peu de vin, et que la bouffe est aussi dégueulasse que dans une cantine de collège-lycée, plus le trajet aller-retour. Le chef cuisinier japonais, entre guillemets, qui en fait réchauffe des plats de cuisine centrale au micro-ondes, est tellement un connard qu'il a refusé presque tout le temps de me donner du vin au repas, alors que c'était le soir et que les kébis y ont droit. Quand je faisais kébi. Je crois qu'il m'en a donné une mini-carafe en une seule fois, sachant qu'on est 6 kébis. Les personnes qui organisent le séminaire et s'occupent des conférences sont elles aussi bénévoles et doivent tout payer de leur poche. Et surtout, en séminaire, le plus important, c'est les expériences que les gens racontent au micro. Expériences qui, bien sûr, ont été sélectionnées attentivement par les cadres de la secte des mois avant. Elles servent à motiver les pratiquants et à les maintenir dans la secte en leur faisant croire que leur mantra est le truc le plus efficace sur Terre. Plus une expérience est émouvante, mieux c'est. Le but étant de manipuler les gens efficacement en jouant sur leurs émotions, sans oublier les vidéos de propagande qui montrent à quel point Sensei, le gourou, est un homme génial, courageux et gentil. Il chante aussi des chansons de propagande de la secte qui n'ont rien à envier au choral soviétique, mais dont le style est exactement le même. Et il y a le spectacle le dernier soir. Donc un séminaire dure 3 jours à peu près. Fait par les membres, c'est horrible. Ils chantent faux, et ils utilisent des trucs commerciaux, les plus bisounours et mainstream qui passent à la radio, en trafiquant les paroles à leur sauce. Donc, attendez-vous à avoir des trucs de merde, hein, des vieilles merdes des années 80, du Christophe Maé, des trucs comme ça, mais jamais vous verrez du Báthory, jamais vous verrez du Gorgoroth, jamais vous verrez pas de métal, pas de black metal. Le métal, ils sont allergiques à ça. Hein, dès que vous leur faites écouter du métal, même ils sont allergiques à toute forme de chant guttural. Voilà, il y a même quelqu'un dans cette secte, donc Siegfried m'a raconté, cette personne est allergique à toute forme de métal. Voilà. C'est-à-dire que même du Lordi, même du Nightwish, même des trucs aussi soft que ça, sans aucune trace de guitare trop distorsionnée ou de chant trop guttural, même ça, il ne le supporte pas. Hein, il fait... ce Marius, hein, il fait de la chanson pop groove de merde là, avec des accords pourris. Voilà, vous allez voir. Si vous cherchez Marius Groove, vous allez trouver son site. Hein. Il ne supporte pas le métal, il trouve ça horrible. Voilà. Il supporte du Marilyn Manson que après avoir bu une certaine dose de vin. Voilà. Le Siegfried m'a raconté que pendant le séjour, voilà, c'est ça qui se passait. Hein. Alors Romantico a répondu, mais c'est justement l'intérêt du principe de l'irrationnel, c'est de se faire passer pour du rationnel. Et de là, l'adepte étant dans la confusion du mélange des deux registres, on ne sait plus et s'en remet au goût. Voilà. Donc c'est exactement ça. Réponse de Siegfried. C'est exactement ça, tu as tout compris. Ils se font passer pour une religion rationnelle tout en tenant des propos qui ne le sont pas. D'ailleurs, leur gourou passe son temps à rencontrer des dirigeants politiques et religieux et autres célébrités, mais pas une seule fois, il n'est allé rencontrer un dirigeant religieux bouddhiste, pas une seule fois. Et quand je leur ai demandé pourquoi, ils n'ont rien trouvé à répondre à part les autres mouvements religieux, les autres mouvements bouddhistes sont des hérétiques qui nous haïssent, qui ne pratiquent pas la religion correcte et qui ne veulent que notre destruction. D'ailleurs, ils rappellent très souvent qu'ils sont persécutés par tout le monde et que c'est la preuve qu'ils pratiquent la religion correcte, loi correcte dans leurs termes.
Ensuite, réponse de Romantico. Lorsque j'ai discuté à plusieurs reprises avec les membres de la Soka Gakkai sur un forum, lorsque j'ai tenté de les faire réfléchir sur un point, ils sortent tout de suite l'arme de la victimisation. C'est très habile. Celui qui réfléchit est celui qui a un problème, et pas eux. Remettre en question, pour eux, c'est les attaquer, et les attaquer prouve que tu les détestes. En gros, on dirait qu'ils développent une sorte de paranoïa envers les autres écoles du bouddhisme. Or, pour les autres écoles du bouddhisme, s'interroger sur sa pratique est primordial. Ce qu'on verra plus tard est un peu faux. Et donc, on n'est pas habitué à ce qu'une personne qui se dit pratiquant bouddhiste renverse le problème de cette manière et se recroqueville dans sa coquille. Mais ils ont développé une façon de retourner le problème pour faire en sorte que lorsque tu tentes, même doucement, à pointer du doigt l'intolérance qu'ils ont vis-à-vis des autres écoles bouddhistes, que la leur, parce qu'une autre école bouddhiste pour eux résonne comme un message dévoyé, l'intolérant, ça devient toi parce que tu juges leur point de vue. Donc aucune discussion n'est possible de fait. Oui, ils se replient dans leur coquille. Réponse de Siegfried. En plus, ils ne parlent jamais des autres formes de bouddhisme, sauf pour les diffamer. Ils font des colloques interreligieux, mais jamais avec d'autres bouddhistes. Et pas une seule fois, ils ne parlent de la méditation basée sur le souffle, Vipassana, je crois, qui est la plus simple et accessible, et qui est pratiquée par toutes les écoles bouddhiques, sauf les Nichirénites. La méditation sur le souffle, là, c'est de la merde. Si vous voulez vraiment améliorer votre vie, priez les dieux. Voilà. Là, c'est juste pour répondre à cette personne que Siegfried a dit ça, mais il déteste la méditation en tant que... Romantico 67. Vipassana est plus large que de la méditation unique sur le souffle, bien qu'elle peut aussi la comporter. La méditation sur le souffle s'apparente plutôt à samatha. Vipassana est ce que le moine Theravada Ajahn-Chah appelait la méditation de la pleine conscience. Pour faire simple, Vipassana, c'est travailler à être pleinement conscient de ton corps, de ton souffle, de tes pensées, de tes émotions, de tes sensations, en ne faisant rien d'autre que les laisser être. En gros, tu deviens comme un spectateur neutre de la scène. Or, il est dérangeant pour une personne qui prône la foi de se trouver confrontée à être cet observateur neutre. Quand tu es neutre et que tu observes tes pensées sans chercher à les modifier, tu deviens spectateur et tu vois clairement en toi ce qui est du domaine de la production mentale et la réalité. Je te laisse comprendre pourquoi une personne pourrait se sentir gênée de faire appel à une telle pratique qui permet de visiter dans tous les tiroirs ce qu'elle est au fond d'elle-même. Si j'étais un manipulateur malin et que je voulais prendre le bouddhisme comme support à ma manipulation, la première chose que je tenterais d'éliminer, c'est Vipassana. Voilà. Donc, propagande pour les autres écoles bouddhistes, mais il a quand même raison par rapport à cette secte. Tout à fait, Bouddha disait toujours qu'il ne fallait pas le croire sur parole, mais essayer ce dont il parlait, afin de voir si ça marche pour nous. Donc il s'agit de remise en question et de réflexion. Dans la SGI, c'est très mal vu de remettre les dogmes en question. Et si tu le fais, tu te fais remettre à ta place vite fait, bien fait. Mais toujours à la focus bisounours. Dans la SGI, quand tu as une question, on te dit de pratiquer et d'étudier les écrits du gourou afin de trouver la réponse. D'ailleurs, le Sutra du Lotus n'est jamais pratiqué, étudié en tant que tel. Ce sont les interprétations de Nichiren, interprétées par Makiguchi, puis par Toda, puis par Daisaku Ikeda, les trois présidents fondateurs. Donc, on est loin du sutra de base, puisque c'est une interprétation d'interprétation qui est étudiée. Et souvent, en y réfléchissant bien, l'interprétation d'Ikeda sur tel ou tel passage du sutra est totalement délirante et tirée par les cheveux. Donc Siegfried poursuit encore. D'ailleurs, il est possible d'acheter tous leurs bouquins sur leur boutique en ligne pour tous ceux qui voudraient constater par eux-mêmes. Boutique de la secte. Donc tous les liens seront bien sûr dans la description. Réponse de Romantico, je ne sais pas trop quoi penser. En même temps, si la Soka Gakkai a été acceptée par l'Union bouddhiste de France, cette position de victime de la Soka Gakkai en France disparaîtrait, ainsi que sa rumination et sa haine envers les autres écoles du bouddhisme. J'espère progressivement. C'est vrai qu'exclure ne fait que cultiver le ressentiment et le légitimer du ressentiment aux yeux des membres de l'ASG. Disons que ça deviendrait hypocrite pour l'ASG d'utiliser d'un côté l'idée qu'ils sont un mouvement bouddhiste comme un autre, en montrant qu'ils font partie de l'UBF, et de critiquer toutes les autres écoles et que la sienne qui y adhère. Pour moi, il y a des diversités d'opinions dans le bouddhisme, comme juste après la mort du Bouddha, des divergences au sein des pratiquants ont vu leur jour, ce qui est légitime. Mais je crois que c'est surtout le fait de désamorcer l'agressivité et de s'avouer au fond que le bouddhisme, c'est aussi un mouvement très hétérogène désormais.
ça l'était déjà, mais là encore plus. Mais l'humanité est aussi très hétérogène. Et il est effectivement très difficile de se dire détenteur ou dépositaire de l'unique vérité sur le bouddhisme. C'est plutôt sur ce dernier point que la Soka Gakkai devra évoluer si elle adhère à l'UBF, parce que l'Union des bouddhistes de France, c'est le trait d'union aussi accepté. Réponse de Siegfried. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont dit quand j'étais dans leur secte. Après, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est un autre mensonge de leur part. Donc, l'email de l'Union bouddhiste de France, hein, tout dit. Ensuite, donc, réponse de 4 temps. Bonjour Siegfried, mais parlait-on de ce procès à traite et savez-vous s'il est terminé aux dernières nouvelles, c'est en cassation? Réponse de Siegfried, ils l'ont perdu. Oui, parce que une blogueuse du nom de Sixy Hélène, les liens, donc vous aurez tous les liens, vous avez le lien vers, je vais vous mettre le lien vers le témoignage sur ce forum, et vous aurez à travers ça les liens qui mènent vers leur site. Voilà, vous aurez tout. Et donc cette blogueuse a critiqué ouvertement la secte sur son blog, donc le lien est sur Doctissimo. Et donc ils lui ont fait un procès pour diffamation, etc. Ils ont même exigé de l'hébergeur donc Overblog, qui héberge ce blog, qu'il ferme le blog de cette personne ou qu'il retire les articles. Le blog a refusé et elle a gagné, la personne. Donc cette personne a gagné. Donc bravo Hélène, hein, tu leur en as mis plein la gueule. Donc cette secte est dangereuse, hein, parce qu'ils ont pas l'air comme ça, hein, ils ont l'air tout mignons, tout gentils, et après vous découvrez que c'est des gauchias, hein, qui n'aiment pas le métal, hein. Alors le black metal, n'y pensez même pas, hein, une SBM oubliée, hein, avec qui n'écoute que de la merde et qui sont voilà vraiment d'une pensée mainstream, la paix dans le monde, l'amour universel, voilà, dans des délires comme ça. Donc franchement, je vous donne un conseil, n'allez jamais dans cette secte. Et si vous voulez vérifier par vous-même cette secte, je vous conseille de vraiment vous faire une putain de barrière mentale hyper solide et de vraiment ne pas croire une seule seconde à leurs paroles. Parce qu'à partir du moment où vous croyez à un seul de leurs trucs, c'est bon, vous êtes foutus, ils commencent à vous manipuler. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, en fonction de à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et on se verra une prochaine fois pour d'autres vidéos. Et surtout, cette vidéo sur le bouddhisme en général que je